le garçon a insisté pour que son père déterre la tombe de sa mère. Après l'ouverture du cercueil, tout le monde resta silencieux. Une voix grave et rauque vint de derrière. L'avocat avait déclaré que l'affaire devrait être bouclée dans les 48 heures. Personne ne intente de poursuite, a répondu froidement le père de John, Monsieur Alan Smith, comme s'il discutait d'un transfert de terre. À côté de John se tenait sa grand-mère, Madame Eleanor, le visage ridé, les mains tremblantes alors qu'elle tenait un mouchoir blanc. Elle n'arrêtait pas d'essuyer ses larmes, mais pas une seule fois elle ne se pencha pour dire un mot à John. Le garçon se sentait complètement déconnecté des funérailles de sa propre mère, Clara Adams, la douce femme qui avait l'habitude de se promener avec lui autour du lac tous les dimanches matins. Elle l'écoutait patiemment parler de ses rêves étranges et lui disait un jour « Je ne te quitterai jamais, John ». Mais voilà, sa mère était partie subitement, sans un au revoir, sans un câlin, ni même un dernier regard. « Papa, où est maman ? Pourquoi n'ont-ils pas ouvert le cercueil ?» John a demandé d'une voix tremblante après l'enterrement, alors que tout le monde commençait à s'éloigner. « Tais-toi. Ne dis pas de bêtises. Ta mère est morte. Vraiment morte. Tu dois apprendre à l'accepter, » a crié Alan, faisant tourner la tête aux gens à proximité. Son visage était pâle, ses yeux injectés de sang. De toute évidence, il n'avait pas dormi depuis des jours. Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas pu la voir ? Juste une fois, papa. La voix de John se brisa. Non, c'est non. L'accident a défiguré le corps. Personne ne devrait voir ça, surtout pas un enfant, a-t-il lancé en insistant sur chaque mot. John baissa la tête, ses petites mains étroitement serrées l'une contre l'autre. À l'intérieur, la mort de sa mère ne ressemblait en rien à ce que son père décrivait. Quelque chose n'allait pas. Tout s'était passé trop vite, trop froidement et trop étrangement. Cette nuit-là, de retour au manoir familial à la périphérie de Tucson, John se glissa tranquillement dans la chambre de sa mère. La pièce dégageait encore un léger parfum de jasmin. Sa chemise de nuit était drapée sur la chaise. Le petit piano dont ils jouaient ensemble était assis tranquillement, son couvercle fermé, une fine couche de poussière recouvrant les touches noires et blanches. John grimpa sur le lit, recroquevillé dans la vieille couverture de sa mère. Il n'a pas pleuré, il a juste tremblé de froid. Puis, dans l'obscurité immobile, le rêve commença. Dans le rêve, John voyait sa mère allongée sur un sol froid. Ses bras étaient liés, sa bouche fermée avec du ruban adhésif et ses yeux grands ouverts, comme si elle essayait de crier. Un murmure résonna dans sa tête, « John, je ne suis pas mort. Je suis toujours en vie. Ne les crois pas. » Il se réveilla en sursaut, le front trempé de sueur. Dans la faible lumière du couloir, John sortit furtivement de sa chambre. Il a vu son père, Alan, debout dans la cuisine, en train de parler au téléphone. Non, personne ne se doute encore de rien. Les funérailles sont terminées. Tout est serré, murmura Alan, tendu. John retint son souffle, recula, le cœur battant. Ce n'était pas ainsi que devrait paraître un mari en deuil. Il ne comprenait pas tout, mais la peur montait dans sa poitrine. Le lendemain, à l'école, John pouvait à peine se concentrer. Pendant les cours d'art, il prend des crayons rouges et noirs et se met à dessiner furieusement sur papier. Lorsque son professeur, Madame Mary Johnson, est passée, elle a eu le souffle coupé devant le dessin. Une femme était ligotée, du sang coulait de sa bouche et de ses yeux, entourée de mains sombres qui la retenaient. « John, qu'est-ce que tu dessines » s'exclama-t-elle. « C'est ma mère de mon rêve » marmonna John. Madame Marie l'a immédiatement amené au bureau de l'école et a appelé son père pour signaler l'incident. Le lendemain, John a été emmené au cabinet de psychologie de la clinique Saint-Michael. Le médecin, Matthew Wilson, un homme d'âge moyen portant des lunettes épaisses, a commencé à poser une série de questions. « Vous avez rêvé que votre mère était enlevée. Vous êtes-vous senti en colère ou confus ces derniers temps ?» il a demandé. « Non, ce n'est pas un rêve. Je sais que ma mère est toujours en vie. Elle m'a dit qu'elle était détenue quelque part », a insisté John. Le docteur Wilson s'est ensuite entretenu en privé avec Alan après la séance. John a reçu un diagnostic de stress post-traumatique sévère avec de légers délires potentiels. Il doit être étroitement surveillé et protégé des stimuli négatifs. Je recommande de limiter son exposition aux images ou aux objets liés à la mère décédée. Des médicaments peuvent être envisagés si les symptômes persistent, a expliqué le médecin. Alan hocha la tête sans hésitation.
Faites tout ce qui est nécessaire. Je ne veux pas qu'il devienne fou. Cette nuit-là, le rêve revint, plus clair. Cette fois, Clara murmura, quelqu'un a fait semblant d'être moi. Ce corps, ce n'est pas moi. John, tu dois me sauver. Il se redressa brusquement et se précipita vers le salon. Il fouilla dans la vieille boîte à photos. Sur une photo de famille, il regardait le visage de sa mère, ses yeux, le petit grain de beauté sous son oreille droite, la légère cicatrice sur son cou. Le lendemain matin, John courut dans la cuisine. Papa. La personne dans la tombe n'est pas maman. Maman avait un grain de beauté sous l'oreille droite. La femme à l'enterrement n'en avait pas. Alan jeta sa tasse de café sur le sol. Tais-toi. Que veux-tu de moi? Tu veux que je devienne fou aussi? Madame Eleanor, sa grand-mère, se précipita, alarmée. Alan, calme-toi. Non, il gâche tout. J'en ai tellement marre de toute cette folie. Alan rugit et partit en trombe. Eleanor se tourna vers John et l'embrassa doucement. John, mon cœur, parfois les adultes font des choses pour ton propre bien. Tu ne devrais pas te tourmenter. Non, tu ne comprends pas, maman est toujours en vie. Je le sais, John s'éloigna, les larmes coulant sur son visage. Dans le coin du salon, près d'une photo de mariage tordue, se trouvait une petite caméra de surveillance cachée dans l'étagère. John ne l'avait jamais remarqué auparavant. Il commençait à sentir que la maison n'était plus sûre. Les yeux de son père l'évitaient toujours. Ses portes étaient toujours verrouillées. Appel téléphonique tard dans la nuit. Et au fond, les rêves de John n'étaient plus des cauchemars. C'étaient des appels à l'aide. John, as-tu encore dessiné ces images aujourd'hui? La voix de Madame Marie résonnait dans la salle de conseil scolaire, son expression remplie d'inquiétude. Je ne vous en veux pas, mais pouvez-vous me dire pourquoi vous continuez à dessiner des gens avec la bouche scotchée et les yeux qui saignent? John baissa les yeux sur le sol. Il ne savait plus comment répondre. Tout ce qu'il a dit a été considéré comme faux. C'est ma mère, lui dit-il. Elle est toujours en vie, détenue quelque part. Je la vois dans mes rêves toutes les nuits, madame. Madame Marie soupira et regarda le psychologue de l'école, monsieur Steven Johnson, qui prenait rapidement des notes dans un dossier. Des rêves récurrents, dit-il pensivement. Ce n'est plus seulement une réaction post-traumatique. Cela pourrait être le signe d'un SSPT complexe. On ne sait plus quoi faire de lui. Alan se leva brusquement. Je l'ai emmené chez des psychologues privés et rien n'a changé. Il ne fait que dessiner des trucs sanglants et bavarder sur de faux cadavres dans le cercueil. Est-ce que l'un d'entre vous comprend ce que c'est que de perdre sa femme et d'avoir un fils qui devient fou? Steven garda un ton calme. Nous essayons seulement d'aider, monsieur Smith. Mais si John continue de présenter ces symptômes, nous devrons peut-être envisager un traitement plus intensif, des médicaments ou des soins hospitaliers dans un centre de rétablissement psychologique. Non, je ne l'envoie pas dans un hôpital psychiatrique, grogna Alan, puis se tourna vers John, le visage rouge de colère. Tu m'entends? Ne parle plus de ces foutus rêves. John agrippa l'ourlet de sa chemise. Son cœur battait à tout rompre. Il n'était pas fou. Sa mère n'était pas morte. Il en était sûr. Ce soir-là, pendant le dîner, John repoussa doucement son bœuf. Pourquoi tu ne manges pas? Alan le regarda. Je n'ai pas faim, marmonna John. Pas faim? Est-ce que tu fais une grève de la faim pour attirer l'attention maintenant? Il posa sa cuillère sur la table. Madame Eleanor a tenté d'intervenir. Alan, arrête. Il vient de perdre sa mère. N'insiste pas trop fort. Ne le défends pas, a lancé Alan. Vous l'avez gâté toute sa vie. Et maintenant, regardez ce gâchis. John se mordit la lèvre. Maman détestait le bœuf grillé. Elle me préparait toujours du poulet. Alan rit amèrement, d'un rire froid et aigu. Eh bien, où est ta mère maintenant pour le cuisiner? Elle est enterrée profondément sous terre. John, arrête de l'élever. Je l'interdis. La semaine suivante, John a été référé à un jeune psychiatre nommé Alexander Thompson, qui fait partie du service de psychologie infantile de l'hôpital général Mercy. Alexander avait la trentaine, des cheveux bruns, des yeux brillants et une voix douce, très différente des autres médecins que John avait consultés. Tu peux me dire tout ce dont tu te souviens à propos de ta mère,
John, dit doucement Alexander. Personne ici ne te jugera. John hésita, puis commença à parler, se rappelant des fragments de souvenirs, des murmures dans ses rêves. Il avait des visions de Clara ligotée, bâillonnée, les yeux écarquillés de terreur. Alexander hocha la tête, prenant soigneusement des notes. Très intéressant. Vous vous en souvenez avec beaucoup de détails. Que ressentez-vous dans ces rêves, John? Il a demandé. Ce n'est pas de la peur, c'est de l'inquiétude. Maman appelle à l'aide. Elle a besoin de moi. Je ne peux pas tourner le dos, a déclaré John. Alexandre fronça les sourcils. Vous savez, beaucoup de personnes qui subissent un traumatisme majeur ont tendance à créer leur propre monde pour échapper à la réalité. Je ne m'échappe pas. Je la vois si clairement, a insisté John. Ce soir-là, Alexander a appelé Madame Marie, la voix pensive. J'ai un sentiment étrange à propos de ce garçon. Normalement, les enfants souffrant du SSPT essaient d'éviter leurs souvenirs. Mais John, il s'y plonge comme s'il recevait des signaux venant de quelque part. Que veux-tu dire? Demanda doucement Marie. C'est peut-être juste une intuition, mais je pense que nous devrions revérifier tous les dossiers concernant l'accident de Clara Adams, a poursuivi Alexander. Alan est très prudent, mais il y a trop de détails étranges. Le lendemain, dans la bibliothèque de l'école, John a emmené son camarade de classe Daniel Harris à l'écart dans un coin tranquille. Daniel, peux-tu m'aider à trouver des images satellites de l'IU-10 du jour de l'accident? Il a demandé. Quoi? Pourquoi aurais-tu besoin de quelque chose comme ça? Demanda Daniel, surpris. Je pense que quelque chose ne va pas. Ma mère n'est pas morte. Je dois trouver des preuves, a expliqué John. Daniel se gratta la tête. Es-tu sûr que tu vas bien? Tu ne me crois pas non plus? Dit John, déçu. Ce n'est pas ça. C'est juste que tu fais peur aux gens. Ils disent que tu as besoin d'un médecin. Je ne suis pas fou. Ma mère est vivante et je vais le prouver, a lancé John. La semaine suivante, John s'est de nouveau faufilé dans la chambre de sa mère pendant que son père était absent. En fouillant dans les tiroirs, il a trouvé une petite boîte en bois cachée derrière une photo de mariage. À l'intérieur se trouvait un mouchoir brodé des initiales CT, quelques bijoux anciens et un ensemble de dessins griffonnés. Au centre se trouvait l'image d'une femme avec les yeux cousus et les mains tendues comme pour implorer. John se figea. C'était exactement la même image qu'il avait dessinée inconsciemment, mais sa mère l'avait dessinée devant lui. Un frisson lui parcourut le dos. Il fourra le papier dans sa poche et se précipita hors de la pièce, pour être arrêté par Alan dans le couloir. Qu'est-ce que tu faisais là-dedans? C'est juste que, maman m'a manqué. Menteur. Qu'est-ce que tu creusais? Claqua Alan en tirant John par la manche. Ne me touche pas, cria John, se libérant et courant vers sa chambre en claquant la porte. Dans le noir, John pressa son oreille contre la porte, écoutant les pas lourds de son père s'éloigner. Puis vint le bruit d'une clé qui tournait. Son père avait verrouillé la chambre de sa mère de l'extérieur. Pour la première fois, John eut vraiment peur, non pas des rêves, mais du véritable homme en chair et en os vivant sous le même toit. Un après-midi, pendant un groupe d'études, John a recommencé à dessiner. Un bâtiment blanc avec de nombreuses fenêtres grillagées. Sur le toit, la silhouette d'une femme levant la main dans un geste de silence. Ci-dessous, des ombres d'enfants qui le regardent. Madame Marie a regardé le dessin et a gentiment demandé, « Est-ce l'endroit où vous rêvez que votre mère soit détenue ?» John hocha la tête. « Cela ressemble à un laboratoire, dit-il doucement. Oui. Il y a de la lumière blanche, des machines émettant des bips, des tubes dans les bras de maman, a ajouté John. Madame Marie se raidit légèrement. John, tu devrais peut-être dire tout ça au docteur Alexander. John la regarda droit dans les yeux. Personne ne me croit. Mais maman me tend la main. Elle n'abandonne pas, et moi non plus. Par une matinée glaciale de décembre, alors que la plupart des gens commençaient à oublier la mort subite de Clara, une personne ne pouvait rester silencieuse. Le docteur Lucy Wilson, amie proche de Clara et collègue de longue date dans le domaine médical, était assise tranquillement dans son bureau du Wilson Medical Center, les yeux fixés sur son écran d'ordinateur. Elle avait appelé le service de santé 3 fois cette semaine-là pour demander une copie du rapport d'autopsie de Clara. À chaque fois, la réponse était la même, aucun enregistrement trouvé. Impossible, marmonna Lucy. Pas d'autopsie.
Un accident de voiture mortel sans examen médico-légal. Elle a appelé un vieil ami, l'enquêteur légiste, le docteur Thomas Clark. Thomas, tu te souviens de l'accident survenu à Tucson il y a environ un mois? Une femme nommée Clara Adams? Attendez, laissez-moi vérifier, répondit Thomas en tapant rapidement dans le système. Quelques minutes plus tard, il a déclaré, il n'y a rien dans le dossier. Son nom n'apparaît dans aucun rapport d'autopsie. Lucie fronça les sourcils. Donc il n'y a pas eu d'autopsie? Peut-être que le corps a été identifié par la famille et qu'ils ont refusé une autopsie, mais il n'y a aucune confirmation signée, aucun rapport médico-légal, aucune enquête. Seulement un certificat de décès signé par Leonard Carter. Thomas s'arrêta une seconde. Léonard? C'est un ami proche du mari de Clara, Alan. Exactement. C'est pour ça que je suis inquiet. Quelque chose ici pue. Ce soir-là, Lucie parcourut les anciens dossiers de Clara. Dans un vieux dossier, elle trouva le nom du Horizon Research Center, où Clara et Léonard avaient travaillé ensemble. Une note manuscrite disait « Projet S421 absolument non approuvé. Signe d'exploitation des patients. » Lucie expira. « C'est elle, qu'as-tu trouvé? Et pourquoi es-tu mort si subitement ?» Elle a pris son téléphone et a essayé d'appeler quelqu'un d'autre, Luke Taylor, un technicien qui avait déjà travaillé chez Horizon. L'appel sonna 3 fois, puis fut coupé. Elle a rappelé. Aucune réponse. Puis un étrange texte anonyme est arrivé, vous creusez dans des choses qui devraient rester enterrées. Arrêtez maintenant. Lucie se figea. Elle se laissa tomber sur sa chaise, le cœur battant. Qui savait qu'elle enquêtait? Qui avait accès à ses messages privés? Le lendemain matin, Lucie est allée rencontrer l'inspecteur Andrew Phillips, l'officier en charge du district de Tucson. « Je suis désolé, Dr Wilson, dit Andrew, fronçant les sourcils en jetant un coup d'œil aux documents qu'elle avait apportés. Mais ce que vous dites n'est que spéculation. Il n'y a aucune preuve concrète. Le décès a été certifié. Les documents sont complets. Le cercueil a été enterré, mais il n'y a eu aucune autopsie, aucun rapport physique, et le certificat de décès n'a pas été signé par un coroner, mais par Léonard, quelqu'un ayant des liens financiers avec Alan. Nous ne pouvons pas rouvrir une affaire sur la base de soupçons entre amis. Vous devriez laisser tomber. Lucie posa la main sur la table. Non, Clara était mon amie. Elle n'est pas morte sans raison. Et si ce corps n'était pas le sien, alors un crime est dissimulé. Andrew resta silencieux un moment. Finalement, il soupira. Je vais enregistrer votre déclaration. Mais à moins qu'il n'y ait quelque chose de plus concret, je ne peux rien faire de plus. Quelques jours plus tard, un accident survient. Vers 3 heures du matin, une forte explosion a secoué le complexe d'appartements où vivait Lucie. Son appartement du 3e étage a été ravagé par les flammes en quelques minutes. Les médias ont rapporté qu'il s'agissait d'une fuite de gaz ou une explosion inhabituellement forte. Aucun signe de falsification extérieure, a indiqué un journal local. Mais ceux qui connaissaient Lucie étaient sceptiques. Elle a toujours été prudente. Son poêle était entretenu mensuellement. Elle ne fumait pas. Dans l'épave carbonisée, un corps brûlé a été retrouvé, identifié plus tard via l'ADN comme étant celui de Lucy Wilson. L'incident a été officiellement déclaré accidentel. La nouvelle de la mort de Lucie est rapidement parvenue à l'hôpital général Mercy. Le docteur Alexander, qui supervisait le cas de John, en a entendu parler pendant le déjeuner. Pas question. Elle vient de m'appeler l'autre jour, murmura Alexander en tenant le journal, abasourdi. Madame Marie, qui connaissait également Lucie, posa une main sur son épaule. Qu'a-t-elle dit lors de l'appel? A demandé John. Elle a dit que quelque chose n'allait vraiment pas dans l'accident de Clara. Elle a dit qu'elle était suivie et que si quelque chose lui arrivait, nous devions continuer à enquêter sur Horizon Research. Elle pensait qu'il s'agissait d'une tentative de la faire taire. Absolument, répondit froidement Alexandre, mais nous devons être très prudents. Ils n'hésiteront pas à éliminer les gens si nécessaire. Cette nuit-là, John était assis dans sa chambre avec le dossier que sa mère avait laissé derrière elle. Il regarda une photo de Clara et Lucie, toutes deux en blouse blanche, tenant des documents, souriant vivement. Au dos de la photo, une note manuscrite disait « Meilleur ami, le seul à connaître la vérité ». Il murmura « Maintenant, Miss Lucie est partie aussi. »« Maman, il tue tout le monde un par un, dit John désespéré.
Dans son sommeil agité, Clara réapparut, les yeux mouillés de larmes. John, ne fais confiance à personne, pas même à l'homme que tu appelles père. Tu dois trouver le docteur Evans. Dépêche-toi. Le lendemain matin, John s'est précipité au bureau de Madame Marie. Mademoiselle, ma mère m'a encore parlé hier soir. Madame Marie a répondu gentiment, ralentissez, chérie. Dites-moi ce qu'elle a dit. John a expliqué, elle m'a dit que je devais trouver le docteur Evans. C'est son ami de l'ancien centre de recherche. Elle a dit que c'était lui qui connaissait la vérité. Marie cligna des yeux, le visage pensif. Evans? Ce nom semble familier. Je pense que Lucie l'a mentionné une fois. Je dois le retrouver, mais mon père a caché tous les dossiers, a déclaré John avec urgence. Je n'ai plus le droit d'entrer dans la chambre de maman. Il verrouille la porte tous les soirs et ne me laisse pas sortir. Connaissez-vous le nom complet du docteur Evans? A demandé Madame Marie. John secoua la tête. Je vais essayer de le chercher pour toi. Mais tu ne dois pas laisser savoir à ton père que tu le cherches. Compris? John hocha fermement la tête. Je comprends. Cet après-midi-là, dans son bureau, Alexandre reçoit un étrange colis sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une clé USB, une photo en noir et blanc d'un laboratoire et un simple bout de papier sur lequel on pouvait lire « Si vous tenez toujours à Clara Adams, vérifiez la clé USB. » Et restez silencieux. Alexander a branché la clé USB sur son ordinateur personnel. Il n'y avait qu'un seul fichier, record 421.mkv. La vidéo montrait des images de caméras cachées de Clara, vêtue d'une blouse blanche, se disputant violemment avec Léonard dans une salle de conférence. Je ne serai plus ton complice, Léonard. Ces femmes ne sont pas des rats de laboratoire. La voix de Clara était ferme. Vous ne comprenez pas tout. Nous sommes à la veille d'une avancée médicale. Non, vous exploitez la vie des autres. Si vous continuez à insérer mon nom dans ce projet, je vous dénoncerai. La vidéo s'est arrêtée. Les mains d'Alexandre tombèrent. La sueur perlait sur son front alors qu'il regardait par la fenêtre la nuit noire. Le vent sifflait à travers les interstices des murs. Clara avait osé parler. Et maintenant, elle avait disparu. Il se murmura, non, je ne peux pas rester silencieux. Depuis la mort accidentelle du docteur Lucy Wilson, l'atmosphère à l'intérieur du manoir Smith était devenue plus tendue que jamais. Alan était devenu froid et silencieux, comme une statue de pierre. Il a interdit à John d'entrer dans toute pièce autre que la sienne et la cuisine. Tu n'es pas autorisé à entrer dans la chambre de ta mère, a lancé Alan un soir après avoir surpris John en train d'ouvrir furtivement la porte de la chambre de sa défunte mère. Et ne pense même pas à descendre au sous-sol. Désormais, je change toutes les serrures. Mais c'est la chambre de maman. John a protesté. Elle ne voudrait pas que Jean soit banni. Alan le regarda. Que sais-tu? Je ne veux plus entendre un mot, rugit Alan, les yeux injectés de sang. Grand-mère Eleanor a été témoin de toute la scène mais n'a pu que prendre John dans ses bras et lui murmurer, ne combats pas ton père pour le moment, chérie. Il est en deuil à sa manière. John n'a pas répondu. Au fond, il savait que son père n'était pas en deuil, il cachait quelque chose. Une semaine plus tard, Alan partait en voyage d'affaires de 2 jours à Chicago. C'était une opportunité rare. Au moment où il a quitté la maison, John a attendu la tombée de la nuit, puis s'est glissé tranquillement dans la chambre de sa mère, la pièce sécurisée par une serrure numérique dont il avait vu son père saisir le code à plusieurs reprises. Il essaya les chiffres familiers, 0923, l'anniversaire de sa mère. Bip. La porte s'ouvrit. John poussa un soupir de soulagement et entra. La faible lumière du couloir se répandait dans la pièce poussiéreuse. Tout était exactement comme le jour de sa disparition. Le lit soigneusement fait, le piano contenant encore une partition de musique inachevée et la boîte à bijoux en bois brillant posée sur la vanité. John a ouvert la boîte pour la première fois depuis sa mort. À l'intérieur se trouvait un bracelet en argent, l'alliance de sa mère et une petite fente au fond de la boîte qui pouvait facilement être manquée à moins d'y regarder attentivement. Il glissa son doigt dans la fente et appuya légèrement. Un plateau caché est sorti. À l'intérieur se trouvait un morceau de papier plié en 3, taché de sang séché. Le cœur de John battait à tout rompre. Il l'a déplié. L'écriture était brouillonne mais claire. Si quelque chose m'arrive, trouvez le docteur Evans.
Il connaît la vérité. John a failli laisser tomber le journal. Il murmura, Evans. Evans. Il a couru vers le balcon, où le signal Wi-Fi était plus fort, et a effectué une recherche en ligne. Après quelques minutes, il trouva des informations sur le docteur Mark Evans, ancien chef de la recherche biologique à l'Institut Horizon, où sa mère avait travaillé. Mais le nom du médecin avait été effacé de tous les sites officiels il y a des mois. Aucune adresse, aucun numéro de téléphone, aucune trace. John est retourné dans la chambre de sa mère et a continué à chercher. Dans le tiroir du bas du bureau, enfoui sous une pile de papier en désordre, il trouva un dossier intitulé S421, Documents internes. Avant qu'il ait pu l'ouvrir, la porte d'entrée s'est ouverte. Alan était à la maison. La panique envahit John. Il fourra le billet taché de sang dans sa poche, cacha le dossier dans un oreiller et rampa sous le lit. Alan entra, furieux. Il scruta la pièce avec méfiance. John, appela-t-il d'une voix forte. John retint son souffle. Alan se dirigea vers la fenêtre, regarda autour de lui, puis ferma la porte de la chambre, la verrouilla et partit. 10 minutes plus tard, alors que les pas s'étaient estompés, John sortit de dessous le lit en rampant. Il attrapa le dossier, retourna en courant dans sa chambre, verrouilla la porte et commença à lire. Le lendemain matin, John arriva à l'école les yeux vides. Il a croisé Madame Marie dans le couloir. « Mademoiselle, j'ai trouvé quelque chose », murmura John en sortant le papier taché de sang. Madame Marie a lu la ligne. Ses yeux s'écarquillèrent. « Oh mon Dieu! C'est l'écriture de ta mère. »« Je pense que oui, » a déclaré John. « Et ce docteur Evans, il est important. Elle a dit qu'il connaissait la vérité. Je vais t'aider à le retrouver. Mais tu dois être prudent. Ne le dis pas à ton père. Il verrouille tout maintenant. Je pense qu'il cache quelque chose d'horrible. » Madame Marie a posé une main sur l'épaule de John. « Vous allez très bien, mais vous devez être extrêmement prudent. Vous comprenez ? » John hocha la tête. Mais au fond, la peur ne le quittait pas. Il avait l'impression d'entrer dans un jeu mortel, dans lequel le perdant disparaissait. Tout comme sa maman. De retour au manoir, Alan était assis seul dans son bureau, la tête dans les mains. Il ne s'était jamais attendu à ce que la vérité fasse surface aussi rapidement. Boum, boum. Des pas. Il leva les yeux. John se tenait là, tenant le message taché de sang que sa mère avait laissé derrière elle. « Tu le savais depuis le début, n'est-ce pas ?» a demandé John. « Sortir !» cria Alan. « Tu as accepté d'enterrer quelqu'un d'autre. »« Maman n'est pas morte, » rétorqua John. « Vous avez enterré une femme anonyme pour cacher quelque chose, n'est-ce pas ?» Alan se leva d'un bond et frappa du poing le bureau. « J'ai dit, sortez et point. »« Non. » a crié John. « Je ne pars pas tant que tu ne m'as pas dit la vérité. »« Où est ma mère ?» Eleanor se précipita à l'intérieur, essayant de les arrêter. « Arrêtez. Essayez-vous tous les deux de transformer cette maison en enfer ?»« Pas l'enfer, un abattoir, » murmura John, les yeux rivés sur son père. Alan recula en titubant sur sa chaise. « Tu ne comprends pas. J'ai été forcé, » marmonna-t-il. « Par qui ?» demanda Eleanor, les larmes aux yeux. Alan ne dit rien, assis en silence, les mains tremblantes et serrées. Plus tard dans la soirée, lors d'une réunion avec Dali, le docteur Alexander a présenté les premières conclusions médico-légales. L'ADN confirme que le corps dans le cercueil ne correspond pas à Clara Adams, et les caractéristiques physiques ne correspondent pas non plus, a-t-il déclaré. Lee a demandé, « Pas du tout ?» Non, a répondu le docteur Alexander. Il existe des preuves claires d'altération chirurgicale visant à tromper l'identification de base. L'avocate Martha Carter intervint, « Pourrions-nous classer cela comme une falsification de cadavre ?» C'est bien plus que cela, a souligné le docteur Alexander. Il s'agit de la preuve d'une opération criminelle impliquant des greffes de tissus illégales, des meurtres pour échanger des corps et de faux dossiers juridiques. Lee hocha la tête. Alors je porterai plainte. Alan Smith a signé tous les documents. Mais je ne crois pas qu'il ait agi seul, a ajouté Alexander. Et Leonard Carter, demanda Marie. N'est-ce pas lui qui a signé l'acte de décès? Et aussi le directeur de l'Institut Horizon où travaillait Clara? Alexandre hocha la tête.
J'approfondis son implication. Lee retourna son carnet. Nous devons interroger Alan et rechercher tous les dossiers financiers de l'Institut Horizon. Le lendemain matin, le détective Andrew Phillips et une équipe d'agents ont frappé à la porte du manoir Smith. Alan l'ouvrit, le visage pâle comme un drap. Monsieur Smith, vous êtes convoqué pour enquête concernant des soupçons de falsification d'un acte de décès, de complicité de meurtre et de dissimulation d'un corps. John se tenait dans la cuisine, regardant silencieusement son père être menotté et emmené. Il ne dit rien, mais ses yeux étaient rouges. Pendant ce temps, au laboratoire médico-légal, le docteur Clara Roberts a commencé à recouper les empreintes digitales avec les dossiers des femmes portées disparues au cours de l'année écoulée. Un résultat inattendu est apparu. Les empreintes digitales correspondaient à Lily Parker, une femme sans abri qui avait été admise dans un hôpital psychiatrique quelques mois plus tôt puis avait disparu. Brox se laissa tomber sur sa chaise. Oh mon Dieu, ils ont kidnappé une inconnue, l'ont assassinée et l'ont transformée chirurgicalement pour ressembler à Clara. Pas seulement ça, a poursuivi Roberts. Il pourrait y avoir beaucoup plus de victimes. Nous n'avons vu que la pointe de l'iceberg. La voiture de police transportant Alan Smith est arrivée au département de police régional de Tucson juste après 8 heures du matin. Son visage était décharné et ses yeux sans vie. Mais pour l'inspecteur Andrew Phillips, son silence n'était rien d'autre qu'une fine couche de boue recouvrant un puisard bouillant. Dans la salle d'interrogatoire, l'avocate Martha Carter, la procureure de district Carol Lee et le docteur Alexander étaient présents. John n'était pas autorisé à entrer, mais il était assis dans le couloir, serrant fermement à deux mains le vieux bracelet en argent de sa mère. Carol commença, « Monsieur Smith, vous faites l'objet d'une enquête pour les accusations suivantes, falsification d'un certificat de décès, complicité dans un échange de corps, implication dans une greffe de tissus illégale et dissimulation d'une personne disparue. » Alan déglutit difficilement, évitant tout contact visuel. « Je n'étais pas le cerveau, dit-il finalement. J'ai été forcé. » Qui t'a forcé ? Carol l'interrompit froidement. Alan baissa la tête. Léonard. Léonard Carter. Il savait que j'avais une liaison. Je devais plus de 200 000 $ à son institut. Il a menacé de tout révéler, de me poursuivre en justice, de ruiner ma vie si je ne coopérais pas. Martha fronça légèrement les sourcils. Et Clara ? Tu sais ce qui lui est arrivé. Alan trembla. Clara m'a dit un jour qu'elle avait découvert que l'Institut Horizon prélevait des tissus sur des femmes non identifiées. Elle avait prévu de le signaler. Je l'ai suppliée de rester silencieuse, mais Clara était têtue. Et une semaine plus tard, elle a disparu. Alexandre serra les poings. Et vous n'avez pas appelé la police ? Vous n'avez pas interrogé l'Institut ? Vous n'avez rien fait ? J'avais peur, a admis Alan. Je savais que Léonard n'était pas quelqu'un à prendre à la légère. Lee serra les dents. Alors, tu l'as laissé simuler un corps, précipiter des funérailles et faire taire tout le monde à cause de ta lâcheté. Alan baissa la tête. Je ne pensais pas qu'il irait jusqu'au bout. Je pensais que c'était juste une menace. Carol s'est levée. Nous allons demander un mandat d'arrêt contre Léonard Carter. Quant à vous, vous ne devez pas quitter la ville. Pendant ce temps, à Madrid, l'Institut Horizon a continué à fonctionner comme un centre médical privé moderne. Mais derrière ces murs blancs et froids et ces couloirs silencieux, un système criminel sophistiqué existait tranquillement depuis des années. Le docteur Léonard Carter, fondateur et directeur, était un homme de 53 ans à l'apparence intellectuelle et raffinée. Il est fréquemment apparu à la télévision, donnant des conférences sur les percées dans le domaine de la greffe de tissus biologiques. Ce matin-là, alors qu'il entrait dans son bureau aux parois de verre au 9e étage, il fut surpris de voir Carl, l'ancien directeur technique du centre de recherche de Tucson, l'attendre. « Carl, qu'est-ce que tu fais ici ?» Léonard fronça les sourcils. « J'ai besoin de réponses, Léonard, répondit Carl. « Où est Clara Adams ?» Léonard sourit. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Arrêtez de faire semblant, a insisté Carl. J'étais responsable des systèmes de caméras du sous-sol. Je connais les zones qui ne figuraient pas sur le plan. Je sais que Clara a été emmenée là-bas et que personne ne l'a jamais vue revenir. Faites attention à ce que vous dites, a rétorqué Léonard. Vous avez été bien payé pour vous taire. Et je rendrai chaque centime si cela signifie sauver la vie de Clara, répondit fermement Carl. Léonard rit froidement. C'est noble, mais malheureusement,
vous n'en aurez pas l'occasion. Il appuya sur un bouton sous son bureau. 2 gardes de sécurité sont apparus et ont saisi les bras de Karl. Éliminez-le et assurez-vous que les images de surveillance de cette semaine sont effacées, dit doucement Léonard. Au même moment, Alexander et le journaliste d'investigation Daniel Marin se trouvaient au siège du New York Times. Daniel se préparait à publier un article majeur, La vérité derrière l'Institut Horizon, où la biologie est devenue une arme du crime. L'article sera mis en ligne demain à 7 heures, a déclaré Daniel. Nous devons bouger avant que Léonard ne s'enfuit, répondit Alexander. La police a besoin de preuves tangibles, a déclaré Daniel. Avez-vous toujours la vidéo de Clara se disputant avec lui? Demanda Alexandre. Oui. Et Karl vient de m'envoyer un autre clip. Ils ont ouvert le dossier. Dans les images floues, Clara était traînée par 2 personnes en blouse de laboratoire dans un couloir du sous-sol. Elle dit quelque chose, murmura Alexandre. Une voix a crié, « Léonard, tu ne t'en sortiras pas comme ça. » L'écran est devenu noir. Alexandre se leva. Je vais apporter cette vidéo au procureur. Nous sommes sur le point de l'exposer. Daniel secoua la tête. Nous n'en sommes pas encore là. Léonard a des liens avec de puissantes entreprises. Sans la pression du public, il achètera sa sortie. Ensuite, je diffuserai John à la télévision nationale, a déclaré Alexander. Cet enfant est la seule personne qui peut tout changer. Cette nuit-là, à la résidence Smith, John était assis avec Eleanor dans la cuisine pendant qu'un reportage spécial était diffusé à la télévision. Scandale d'échange de corps, greffe de tissus illégale et disparition d'une femme qui pourrait être encore en vie, commence le rapport. L'histoire explosive qui secoue l'Institut Horizon. John se tourna vers sa grand-mère. Grand-mère, si maman est encore en vie, où est-elle? Eleanor ne pouvait pas parler. J'ai peur qu'ils la tuent, comme ils ont tué le docteur Lucy. Non, nous la retrouverons, murmura-t-elle, même si elle-même n'y croyait pas. À l'étage, des pas résonnaient. Alan, récemment libéré sous caution après interrogatoire, n'a rien dit. Il se contentait de faire les 100 pas dans sa chambre. John leva les yeux vers les escaliers et serra plus fort le message de sa mère. Maman, où que tu sois, je te trouverai. Ils ne peuvent pas tuer ton esprit. Au centre médico-légal, le docteur Brox a reçu les résultats ADN de 3 autres corps mal identifiés. Toutes 3 étaient des femmes sans identité claire, âgées de 25 à 40 ans et sans famille connue. Nous avons affaire à une opération d'assassinat systématique, a déclaré Robert. Et Clara pourrait encore être le seul fil conducteur. Brox hocha la tête en murmurant, si Clara est en vie, elle est la seule à pouvoir baisser le rideau. Depuis la diffusion du reportage spécial à la télévision nationale, le public américain était en émoi. Sur les réseaux sociaux, le nom de Clara Adams était en vogue avec des centaines de milliers de partages et les hashtags #SaveClara #HorizonTruth. Sous la pression croissante des médias et sur décision du tribunal, la police a élargi son enquête. L'inspecteur Andrew Phillips et l'équipe technique ont commencé à examiner toutes les propriétés appartenant auparavant à l'Institut Horizon au cours des 10 dernières années. Concentrez-vous sur les fermes abandonnées, les anciens entrepôts, tout site qui aurait pu être utilisé pour un confinement illégal, a ordonné Andrew. Moins de 24 heures plus tard, une piste critique est apparue. L'équipe juridique du New York Times a découvert un contrat de location secret entre l'Horizon Institute et une ferme abandonnée située à environ 90 km de Tucson, répertoriée comme installation de stockage biologique non dangereuse. Daniel Marin a immédiatement contacté Alexander et Carol Lee. Ils ont peut-être caché Clara là-bas, dit Daniel avec urgence. Nous manquons de temps. Un convoi de véhicules de police s'est dirigé tranquillement vers la périphérie rurale de la vallée d'Oro, où se trouvait la ferme ciblée. John montait dans une voiture séparée avec Alexander, serrant fermement le vieux bracelet en argent de sa mère. « Es-tu sûr de vouloir venir ?» demanda Alexandre une dernière fois. « Oui, maman m'attendait. »« Je dois être là, » acquiesça John. Au moment où ils arrivèrent, le crépuscule était tombé. La zone entière était étrangement silencieuse et froide. La police a levé les armes et s'est divisée en 3 équipes pour encercler le site. Une équipe s'est dirigée directement vers la maison principale. Les autres vérifièrent les bâtiments auxiliaires. Vérifiez chaque porte. Il peut y avoir des sous-sols, des salles techniques ou des chambres de stockage, ordonna Andrew. Alexander et Daniel suivaient de près l'équipe médico-légale. Pendant ce temps,
John tenait la main de sa grand-mère en dehors du périmètre. « Il y a une trappe ici !» a crié un policier. Tout le monde s'est précipité. Sous un tas de planches pourries se trouvait une grande porte métallique avec une serrure électronique. « Nous devrons le casser », a déclaré Andrew. « Obtenez immédiatement une assistance technique ici. » Daniel se tourna vers John. « Tu te souviens de ton rêve? Quelque chose à propos d'un code? » John ferma les yeux. Un souvenir a flashé. Clara murmure, le jour de notre première rencontre. Le code est 0712. Le jour où maman m'a donné naissance. Andrew regarda le garçon, puis saisit le code 0712. Bip. Cliquez. La porte s'ouvrit. Un mélange d'antiseptique et de moisissure remplissait l'air. En bas des escaliers se trouvait un couloir étroit éclairé par des lumières fluorescentes vacillantes. Emménagez, ordonna Andrew. L'équipe de police a ouvert la marche, suivie de près par Alexander et Andrew. Le couloir menait à une pièce en acier scellé. Un scanner d'empreintes digitales et un écran rouge clignotant ont été installés sur la porte. Un technicien est intervenu rapidement. Après quelques minutes, la porte s'ouvrit. À l'intérieur, une lumière blanche révélait un lit médicalisé. Une femme gisait immobile, maigre et pâle, une partie de la tête rasée avec des lignes encore attachées à ses bras. « C'est elle !» cria Alexandre. « Clara, a confirmé une infirmière, nous avons un pouls. Elle est vivante. » John écarta la main de sa grand-mère et se précipita à travers la barricade. Daniel s'est précipité pour l'arrêter. « John, attends. Laisse-les d'abord terminer le chèque. »« Non, c'est ma mère. » En moins de 10 minutes, Clara a été remontée du sous-sol sur une civière. Des électrodes et un respirateur étaient attachés à son visage pâle. Même si ses yeux étaient fermés, il y avait toujours un réflexe visible. John s'approcha, s'agenouillant à côté d'elle. « Maman !» Sa voix tremblait. « Pouvez-vous m'entendre ?» Une seule larme coula du coin de l'œil de Clara. La voix d'Alexandre se brisa. Elle répond. Elle n'est pas pleinement consciente, mais l'activité cérébrale est présente. John prit la main de sa mère et baissa la tête. « Je savais que tu ne m'avais jamais quitté. Je croyais en toi. Je t'attendais chaque nuit. » 3 jours plus tard, à l'hôpital général de Tucson, dans l'unité de soins intensifs, Clara ouvrit lentement les yeux. La pièce était d'un blanc éclatant, doucement éclairée, remplie de l'odeur familière d'antiseptique. Elle tourna la tête et vit une petite silhouette endormie au bord du lit. « John !» Sa voix était à peine un murmure. Le garçon se réveilla en sursaut, les yeux remplis d'émotion alors qu'il fondit en larmes. « Maman, c'est vraiment toi. Tu es réveillée. » Clara pleurait aussi, les larmes coulant sur ses joues. Sa voix était à peine un murmure, « Je savais que tu ne me quitterais pas. Je le savais. » Alexandre se tenait à proximité, regardant silencieusement la mère et le fils s'embrasser en larmes. Il se tourna vers Carol et Daniel. « Aucun reportage ne pourra jamais rendre compte de cela, dit-il doucement. » Daniel hocha la tête. « Ce n'est plus un cas. C'est un miracle. » Carol entra doucement. « Clara, je suis le procureur Lee. Vous êtes de retour et nous ne laisserons plus personne vous faire du mal. » Clara la regarda et murmura, « Léonard, il y a plus de monde au sous-sol. Des cahiers de stockage frigorifiques. Trouvez-les. » Alexandre lui tenait doucement la main. « Nous le ferons, mais vous devez d'abord récupérer. » Clara se tourna vers John. « Tu m'as sauvé. » Le garçon hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. « Tu me l'as dit dans un rêve. Je t'écoutais juste. » 3 jours après le sauvetage, alors que Clara avait retrouvé des forces partielles, la police et les procureurs ont lancé un raid surprise sur l'Institut Horizon sous la supervision directe de l'inspecteur Andrew Phillips et la surveillance juridique de Carol Lee. Les portes du sous-sol ont été ouvertes. Ce que l'équipe a découvert a fait frémir les enquêteurs. Une salle de congélation contenant 3 corps féminins non identifiés enveloppés dans du plastique médical, montrant tous des signes de chirurgie. Des cahiers manuscrits répertoriaient des dizaines d'échantillons biologiques, chacun avec une photo, une taille et des caractéristiques d'identification. Images de surveillance de réunions internes, au cours desquelles Léonard a donné des conférences sur un modèle contraire à l'éthique mais nécessaire pour l'avenir de la médecine. Tout cela constituait une preuve incontestable. Au 9e étage du bureau exécutif,
Leonard Carter était en communication lorsque la porte s'est ouverte à la volée. 4 policiers sont entrés en trombe. Police nationale. Leonard Carter, vous êtes en état d'arrestation pour orchestre de meurtre, substitution de corps, greffe de tissus illégale et enlèvement de la citoyenne Clara Adams. Tu n'as pas le droit, cria Leonard, se débattant. Je suis un scientifique. Je sauve des vies. Il a essayé d'argumenter. Andrew le plaqua contre le bureau, des menottes froides serrées autour de ses poignets. Vous aurez tout le temps de l'expliquer devant le tribunal. Des images de Leonard conduit hors du bâtiment ont été diffusées en direct. Dans sa chambre d'hôpital, Clara a regardé le reportage, les larmes coulant sur son visage. Enfin, nous l'avons fait, murmura-t-elle. John lui tenait la main, les yeux brillants. Il ne peut plus faire de mal à personne. Alexandre entra avec une enveloppe de documents. Clara, j'ai des nouvelles. Léonard a été arrêté. Et mieux encore, 3 femmes ont été retrouvées vivantes dans la chambre d'anesthésie. L'une d'elles vient de reprendre connaissance ce matin. Elle a dit, vous les avez aidées à rester en vie en partageant vos 4 fluides. Clara eut un léger sourire. J'ai prié pour qu'au moins quelqu'un survive. Alexandre posa une main sur son épaule. Tu es la raison pour laquelle tout a pris fin. Cet après-midi-là, lors d'une conférence de presse nationale, la procureure Carol Lee a fait une déclaration officielle. Il s'agit du plus grand cas de greffe illégale de tissus de l'histoire des États-Unis. L'Institut Horizon sera définitivement fermé. Tous les biens seront saisis et l'ensemble du personnel médical impliqué fera l'objet d'une enquête. Plus important encore, nous honorons le courage de Clara Adams, une survivante qui a révélé la vérité. Des centaines de journalistes ont été ovationnés. Pendant ce temps, une vidéo du discours émouvant de John à l'école sur son rêve et du moment où il a embrassé sa mère à l'hôpital est devenue virale sur les réseaux sociaux. Le public a commencé à l'appeler « le garçon qui a éveillé la justice ». Une campagne nationale de collecte de fonds intitulée « Un bracelet pour Clara » a été lancée, offrant un soutien financier et émotionnel à toutes les victimes. Une semaine plus tard, lors de l'audience préliminaire, Léonard était assis affalé dans le box des accusés. Il n'avait plus la confiance arrogante dont il faisait autrefois preuve, juste un homme frêle vêtu d'un uniforme gris de prison. Le procureur Lee a présenté des images internes, des photographies de cadavres et des dossiers médicaux imprimés. La défense a tenté de faire valoir la contribution médicale, mais cette affirmation a été rapidement démontée. Lorsque Clara a été appelée à témoigner, le silence s'est produit dans la salle d'audience. Elle marchait lentement, toujours faible et soutenue par Alexandre, mais ses yeux étaient fermes et inébranlables. Monsieur Léonard a dit que j'étais un obstacle éthique. Mais l'éthique n'est pas un obstacle. Elle est le fondement de la médecine. Les personnes qui sont mortes sous ses mains n'étaient pas des statistiques. C'étaient des êtres humains, et je suis ici aujourd'hui pour dire que je n'ai plus peur de lui. Le panel de juges a déclaré, l'accusé Leonard Carter est condamné à 30 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Toute la salle d'audience s'est levée et a applaudi. À l'extérieur du palais de justice, John a jeté ses bras autour de sa mère, les larmes coulant. Tu as gagné, maman. Tu es libre. Clara lui caressa les cheveux. Non, tu as gagné, John. C'est toi qui n'as jamais cessé de croire en moi. Quelques jours plus tard, à Tucson Central Park, un petit événement a été organisé par des patients autrefois traités à Horizon, aujourd'hui survivants. Clara se tenait parmi eux, encore faible, mais radieuse. John lui tenait la main alors qu'il montait sur la plateforme. Nous ne sommes pas des victimes, a déclaré Clara. Nous sommes la preuve que la vérité trouve toujours son chemin et qu'un enfant peut faire ce que tout un système a autrefois négligé. Faites confiance à son cœur. Dans la foule, Alexander, Daniel, Carole, Marie et Eleanor, tous ceux qui avaient aidé, ont applaudi en larmes. À la fin de l'événement, un jeune journaliste a demandé à John, « Avez-vous quelque chose à dire aux autres personnes confrontées à l'injustice ?» John sourit, ses yeux remplis d'une sagesse au-delà de son âge. « N'arrêtez pas de croire en vos rêves. Parfois, les rêves sont la vérité. » Cette nuit-là, dans la maison familiale All-Smith, désormais un sanctuaire pour eux deux, Clara s'est assise au piano pour la première fois depuis plus d'1 an. La mélodie inachevée qu'elle jouait autrefois avec son fils s'est poursuivie. John s'assit à côté d'elle, frappant les premières notes. Clara se tourna vers lui et sourit. « Tu te souviens de la mélodie ?» Il hocha la tête. « Tu m'as appris, maman. »
Comment pourrais-je oublier? La musique remplissait la pièce, pure, douce, comme le rêve même qu'il partageait autrefois. Un rêve devenu réalité, non pas par magie, mais grâce à l'amour, la foi et le courage. L'histoire de John et Clara nous laisse une profonde leçon sur le pouvoir de la croyance et de l'amour. Même lorsque le monde entier l'a traité d'illusion, John n'a jamais abandonné son rêve, n'a jamais cessé de chercher sa mère dans les profondeurs du désespoir. Son courage et son cœur inébranlable ont éveillé la justice et révélé le mal caché. La plus grande leçon est la suivante, ne restez jamais silencieux face à l'injustice et ne sous-estimez jamais l'intuition d'un enfant. Car parfois la vérité se cache dans les rêves. Si vous avez apprécié cette histoire, nous vous invitons à la liker et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer à raconter des histoires réconfortantes presque chaque jour. Nous sommes très reconnaissants de votre soutien. À bientôt.